L'Union européenne a jusqu'au 10 décembre pour décider de renouveler ou non les sanctions prises en décembre 2016 contre des responsables congolais. Expulsion de milliers de Congolais d'Angola, ils se retrouvent bloqués au poste de Kamako à la frontière avec la RD Congo. Au Bénin, les formations politiques affûtent leurs armes pour les prochaines élections. La coalition pour la défense de la démocratie a fait une sortie ce samedi à Cotonou. L'Union européenne a jusqu'au 10 décembre prochain pour décider de renouveler ou non les sanctions prises en décembre 2016 contre des personnalités congolaises parmi lesquelles figure Emmanuel Ramazani Shadary, le candidat choisi par le président Joseph Kabila pour la présidentielle de décembre prochain. Ces responsables sont sous le coup d'une interdiction de voyager et d'un gel de leur avoir en Europe. Au cours d'une conférence de presse, le comité stratégique du Fonds commun pour le Congo a lancé un message de conciliation en direction de la communauté internationale. Pour les animateurs du FCC, le parti au pouvoir, l'Union européenne lèvera ses sanctions dès lors qu'elle sera assurée de l'organisation des élections le 23 décembre prochain. Mais pour l'Union européenne, l'équation est délicate, car il s'agit soit de prendre le risque de maintenir sous sanction l'éventuel successeur de Joseph Kabila et d'entériner durablement la crise entre Kinshasa et Bruxelles en cas d'élection d'Emmanuel Ramazani Shadary, soit de calmer le jeu en levant les sanctions, mais de se priver d'un moyen de pression à 15 jours de la date prévue pour la présidentielle. Mais de sources diplomatiques, un compromis se dessinerait. Il sera question de renouveler les sanctions, certes, mais envoyer dans le même temps aux Congolais un signal positif en leur donnant rendez-vous au lendemain du scrutin pour réévaluer la situation et envisager alors une possible levée de ces sanctions sans attendre la prochaine échéance. Ainsi donc, la première audience dans ce dossier ne devrait pas avoir lieu avant le premier trimestre 2019. Dans un rapport intitulé RDC, les élections de tous les dangers qu'il vient de sortir, le groupe d'études sur le Congo décortique deux institutions clés, la CENI et la Cour constitutionnelle, dont la politisation pourrait plonger le pays dans un nouveau cycle de violence. En effet, la Commission électorale nationale indépendante CENI et la Cour constitutionnelle sont régulièrement accusées de faire le jeu de la coalition au pouvoir en République démocratique du Congo. Et pour preuve de cette méfiance, un sondage publié par le groupe d'études sur le Congo, qui dépend de l'Université de New York, il y a quelques semaines, indiquait que seul un quart des Congolais estime que la CENI organisera des élections justes et équitables. Selon le même sondage, environ 3/4 des Congolais n'ont pas une bonne opinion de la Cour constitutionnelle, l'organe chargé de vider le contentieux électoral. Enfin, ce rapport passe en revue plusieurs décisions importantes de ces deux institutions qui ont sapé la confiance de l'opposition et de la société civile et qui inquiètent la communauté internationale. Elles vont du passage en force sur la machine à voter jusqu'à l'arrêt qui consacre le second glissement du calendrier en passant par l'invalidation des candidats de l'opposition ou encore le refus d'un droit de regard international sur le processus. Ce geste est présenté comme un gage de bonne volonté dans le cadre du processus de paix de la part des autorités sud-soudanaises. L'ancienne porte-parole de la rébellion, James Gatet, et William John Hindley, un ancien colonel sud-africain à la retraite et ex-conseiller de Riek Machar, avait été condamné à mort en février par un tribunal de Juba pour trahison et conspiration en vue de renverser le gouvernement. L'annonce de leur remise en liberté avait été faite mercredi par le président Salva Kiir lors d'une cérémonie célébrant la signature en septembre d'un nouvel accord de paix à laquelle Riek Machar avait pris part.
Edley devait être expulsé dès vendredi même vers l'Afrique du Sud et Gadet devait se rendre à Khartoum où réside pour l'instant Machar. Pour la petite histoire, James Gadet avait fui son pays en 2016. Il avait été engagé comme conseiller par Machar pour apporter son expertise technique, notamment à l'intégration. L'ancien militaire avait été arrêté à l'aéroport de Juba quelques semaines après de violents combats dans la capitale entre les troupes des deux belligérants. De nombreux observateurs restent sceptiques sur la capacité de Kiir et Machar appelés à travailler ensemble. Nombre d'entre les Congolais luttent pour s'en sortir avec de maigres moyens. Au cours du mois dernier, plus de 300 000 citoyens congolais, dont beaucoup travaillaient dans les mines, ont été expulsés d'Angola. Le Comité international de la Croix-Rouge a indiqué que 50 000 personnes se trouvent actuellement bloquées et sans ressources dans les environs de la ville frontalière de Kamako. Des humanitaires se sont alarmés mercredi au sujet de la situation. J'ai quitté Angola avec mes 3 enfants, n'apportant que mes vêtements, rien d'autre. Nous souffrons vraiment ici à Kamako. Les gens dorment dehors ou dans des églises. Les enfants sont dehors sous la pluie. C'est des personnes qui sont parties avec très peu de moyens, sans avoir beaucoup de temps pour se préparer, parfois arrivant les mains vides ou avec très peu de biens. Et certains d'entre eux sont enfuis sous la peur. Quelques 200 000 Congolais ont été expulsés vers la RDC au courant du mois d'octobre par les autorités angolaises qui ont évoqué une opération contre l'immigration. Kinshasa avait alors menacé de saisir les instances internationales. Il y a un gouffre entre les moyens et le traitement réservé aux 3 principaux candidats et anciens présidents et le reste des prétendants à la magistrature suprême. C'est ce que soutient l'homme d'affaires et candidat à la présidentielle malgache, Nirado Rafalimanana. Selon lui, les candidats à ce scrutin ne sont pas logés à la même enseigne. Eux, ils ont quelque chose de privilège par rapport à nous, les candidats. 1, sur les moyens financiers. 2, sur les logistiques. 3, c'est sur les autorisations et en fait tous les micmacs que l'État donne à ces 3 candidats. Pour l'homme d'affaires Nirado Rafalimanana, cette élection offre une occasion propice pour dénoncer la corruption qui gangrène à Madagascar. Un candidat qui utilise 182 millions de dollars que les médias ils ont véhiculé à Madagascar. Et là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne ne prend acte que même les présidents des États-Unis, quand ils ont fait l'élection, ils n'ont pas utilisé cette somme. D'où vient cette somme? En fait, il y a une corruption pas possible par rapport à ces gens-là. Et c'est ça qu'on veut vraiment dénoncer au monde, qu'il faut maintenant arrêter ça. On est le pays le plus pauvre au monde aujourd'hui, parce que c'est à cause de ces gens-là. Et aujourd'hui, c'est eux qui veulent encore promettre aux Malgaches qu'ils vont changer Madagascar. Rendez-vous est pris pour le 7 novembre prochain où les 36 candidats à la présidentielle malgache seront départagés par les 9 913 699 électeurs inscrits et répartis dans 24 852 bureaux de vote. Je n'ai aucun doute sur le fait que l'ANC va gagner les prochaines élections. Aucun doute sur cela. Nous avons traversé une période de déclin, une véritable période de déclin où beaucoup de gens, qu'ils soient membres ou partisans, ont été mécontents de l'ANC parce qu'ils avaient le sentiment que nous avions abandonné nos valeurs, que nous n'étions plus l'ANC d'autrefois qu'ils connaissaient. La marque retrouve son éclat. L'éclat qui avait été terni revient. Et les gens s'en rendent compte, ils le reconnaissent. Nous sommes donc un parti qui évolue. Nous sortons, vous savez, d'une période très sombre de notre histoire récente et nous nous dirigeons de plus en plus vers une période où de nombreuses personnes nous seront plus favorables. Je vais donc rendre compte, oui, à la commission de captation de l'État de ce que je savais, de ce que je ne savais pas et tout ça. What I didn't know and all that.
Le mercato politique bat son plein au Bénin, et ceci au fur et à mesure que s'annoncent les législatives de 2019. Pendant que deux grands blocs se dégagent du camp de la majorité présidentielle, l'opposition fourbait de son côté ses armes. Et c'est dans une salle comble que les partis et personnalités politiques ont choisi de répondre à ce qu'ils qualifient d'attaque contre les fondamentaux de la démocratie. Déterminés à sauvegarder les acquis de l'historique Conférence des forces vives de la nation, exigeons la libération immédiate et sans condition de tous les détenus et prisonniers politiques. Exigeons le retour sans condition et sans délai de tous les exilés politiques dans l'esprit de l'article 16 alinéa 2 de la Constitution. Cette sortie vise aussi, selon ses organisateurs, à battre le rappel des troupes pour défendre la démocratie chèrement acquise par le sacrifice du peuple béninois dans son ensemble. Des représentants de la plupart des grands partis d'opposition se sont succédés pour galvaniser la troupe en français et dans plusieurs langues locales. À travers de multiples lois, aussi liberticides les unes que les autres, le dispositif judiciaire de notre pays a été affaibli. Au cours du seul mois de juillet 2018, 3 lois scélérates ont été votées, dont le code pénal, voté nuitamment par une dizaine de députés, et le comble, la naissance de la criette, fortement contestée par les magistrats, avocats et tout le peuple, une cour spéciale chargé d'envoyer en exil ou en prison ceux qui s'opposent à la pensée unique. L'opposition béninoise, ensemble pour dire non à la mort programmée de la démocratie, c'est le thème qui aura fondé cette sortie. Les forces politiques présentes ont appelé à l'union et croient pouvoir rallier à leur cause nombre d'autres leaders politiques ainsi que le peuple béninois dans sa majorité. Tapis rouge pour le chef du gouvernement italien à Tunis. Giuseppe Conte a été accueilli à son arrivée ce vendredi par son homologue Youssef Chahed. À la tête d'une importante délégation, le dirigeant italien s'est entretenu avec son hôte sur l'immigration clandestine vers l'Europe. Les deux personnalités ont ensuite donné une conférence de presse commune au cours de laquelle Youssef Chahed s'est exprimé sur la question. La Tunisie fait un effort très grand pour lutter contre la migration clandestine. Depuis le 1er janvier, nous avons pu repérer plus de 9000 tentatives de passage, faire échouer un grand nombre, à peu près 1300 tentatives de passage des frontières et arrêter plusieurs organisateurs et intermédiaires. Mais bien sûr, il faut une approche beaucoup plus profonde. Pour le chef du gouvernement italien, la Tunisie peut compter sur l'appui de l'Italie pour endiguer le phénomène. J'ai confirmé au gouvernement tunisien l'appui du gouvernement italien à la réduction de la migration clandestine et à la surveillance des frontières maritimes pour lutter contre ce phénomène, celui de la traite des personnes ainsi que tout autre phénomène. Giuseppe Conte demande néanmoins plus de flexibilité de la part des autorités tunisiennes pour le rapatriement des Tunisiens arrivés illégalement en Italie. Selon les chiffres officiels, 4 487 Tunisiens sont arrivés clandestinement en Italie au cours des 8 premiers mois de l'année contre 6 092 sur l'ensemble de 2017.